Maintenant, place au bar de l'économie avec Dominique Flora et ses invités, surtout une invitée. Elle nous présentera son livre Les talents cachés du cerveau au travail. Je crois que c'est à peu près ça. Bon, j'ai à peu près mal noté aussi l'information que m'a donnée Dominique Flora, mais en tout cas, on va parler d'un merveilleux livre qui a été écrit par Emmanuel Joseph Dailly. Bonjour Dominique. Bonjour Christophe. Bonne émission. Eh bien écoute, merci. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue au bar de l'économie. Si vous voulez voir l'émission en vidéo live et interagir, vous nous rejoignez sur Facebook, page bar de l'économie. Et comme d'habitude, bien sûr, nous diffusons en FM 98.0 et en web radio sur idfm 98.fr. Alors aujourd'hui, nous aborderons un thème que je résumerai sous forme de questions. Quels sont les talents cachés de notre cerveau ? Gestion de son énergie, intelligence émotionnelle, neurosciences sont autant de sujets qui vont nous apporter quelques réponses et nous éclairer sur les capacités de notre cerveau. Pour aborder ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir notre invité et tout d'abord la remercier pour être venu jusqu'à nous aujourd'hui. Emmanuel Joseph Dailly, bonjour. Bonjour Dominique. Vous êtes anthropologue de formation, vous avez enseigné aux États-Unis, travaillé au Proche-Orient. Aujourd'hui, vous avez plusieurs activités, directrice dans un cabinet de conseil, coach. Vous écrivez également des chroniques dans la Harvard Business Review et vos activités tournent essentiellement autour des modalités de développement des compétences comportementales et de l'accompagnement managérial. Votre credo, c'est aussi de créer des liens entre le monde de la recherche et celui de l'entreprise. Alors vous avez écrit ou coécrit en 2018 un premier ouvrage intitulé « Développer l'engagement de vos collaborateurs ». Et si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est pour nous parler de votre nouveau livre, Les talents cachés de votre cerveau au travail. Vaste sujet, nous y reviendrons plus tard en détail. Nous aurons également Pascal Boniface, directeur général de l'Institut des Relations internationales et stratégiques, qui reçoit Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières, auteur, journaliste, éditeur et ancien directeur du centre de formation du journalisme. Et enfin, nous aurons deux chroniques, la chronique santé, avec comme sujet la tension, et la chronique cuisine avec une nouvelle recette de Bruno Vigourou. Mais tout de suite, nous commençons par les infos du jour. Alors, les infos du jour, on commence par une information qui nous arrive du forum de Davos. En effet, le président américain presse l'Union européenne de conclure un accord commercial. Le ton s'est durci sur le commerce avec l'Europe mercredi, au lendemain d'un entretien à Davos avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le président américain menaçant d'imposer des droits de douane de 25% sur les automobiles importées de l'Union européenne en cas d'absence d'accord de part et d'autre de l'Atlantique. Ce n'est pas la première fois que le président américain brandit cette menace, espérant en retour des concessions de la part de ses interlocuteurs. Le président américain, Donald Trump, s'est cependant dit convaincu de pouvoir parvenir à un accord commercial Europe-USA avant l'élection présidentielle américaine de novembre prochain, tout en ne cachant pas la difficulté des tractations qui sont selon lui les plus difficiles qu'avec la Chine sur bien des aspects. Alors, rappelons que les États-Unis ont signé le 15 janvier un accord commercial appelé phase 1 avec la Chine qui a apporté un certain soulagement sur les marchés financiers. Européens et Américains s'efforcent de conclure un accord visant à supprimer leurs barrières aux importations, mais les discussions bloquent sur la question des produits agricoles que Washington veut inclure dans les discussions. Lors d'une interview à CNBC, Donald Trump a dit, je le cite, « J'ai rencontré la nouvelle chef de la Commission européenne qui est formidable et j'ai eu une super discussion. Mais j'ai dit, écoutez, si nous n'obtenons pas quelque chose, je vais être obligé de prendre des mesures et ces mesures seront des taxes très élevées sur leurs voitures et d'autres choses qui entrent dans notre pays. » Et dans une autre interview à Fox Business News, Donald Trump a persisté en disant « Au bout du compte, ça sera très facile parce que s'il n'y a pas d'accord, nous devrons taxer leurs voitures à 25%. » Alors rappelons que les États-Unis menacent déjà la France de représailles en raison de la taxe instaurée en juillet dernier par le gouvernement français sur les entreprises numériques. Le représentant américain au commerce, Robert Lighthizer, a annoncé le mois dernier que des produits dont le champagne et les fromages pourraient être soumis à des surtaxes pouvant atteindre 5%. Et de son côté, le ministre français de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, devait s'entretenir mercredi à Davos avec le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin. Il espère parvenir à un compromis sur cette taxe GAFA, Paris ayant proposé de suspendre pour 2020 le paiement des acomptes sur cet impôt, le temps qu'un accord plus global soit trouvé à l'OCDE. Deuxième info, là nous changeons de secteur, nous allons dans l'automobile. C'est dans l'industrie automobile, en fait, PSA, la famille Peugeot compte accroître sa participation dans la fusion avec Fiat. La famille Peugeot, qui détiendra 6,2% du groupe issu du projet de fusion entre PSA et Fiat Chrysler, a l'intention d'exercer dès que possible son option pour acquérir
2,5% supplémentaires, confirme-t-elle dans un entretien publié par l'Est républicain. Interrogé par Reuters sur cette annonce, un porte-parole de PSA l'a jugé conforme à ce qui a été indiqué lors de l'annonce de la signature du protocole d'accord. De son côté, FCA, Fiat Chrysler, n'a pas souhaité faire de commentaires. Jean-Philippe Peugeot, qui est PDG d'établissement Peugeot Frères, établissement représentant la famille, répond par ailleurs que l'État français, présent au capital via BPI France, n'a pas vocation à y rester. Je le cite. « Ma famille le remercie d'avoir été au rendez-vous en 2013-2014, lorsque PSA était en difficulté, mais il n'a pas vocation, je pense, à être éternellement présent. Il va sans doute rester dans le capital le temps de s'assurer que l'emploi sera préalablement préservé. Il juge en revanche peu probable un désengagement total de l'actionnaire chinois Dongfeng, qui a décidé la vente de 30,7 millions de ses actions PSA aux constructeurs automobiles, faisant tomber alors la participation dans le nouvel ensemble sous les 5%. L'information suivante concerne les premières propositions pour un plan mondial pour la biodiversité à 2030. La Convention pour la biodiversité biologique propose de protéger au moins 30% de la planète d'ici 2030 pour lutter contre la dégradation accélérée de la nature, selon la première mouture d'un texte dévoilé la semaine dernière. La 15e réunion de la Convention de l'ONU sur la diversité biologique se tiendra à Kunming, en Chine, en octobre de cette année. Cette réunion doit définir une feuille de route pour les 200 membres de la CBD pour mieux protéger les écosystèmes au cours de la décennie. L'objectif est de vivre en harmonie avec la nature d'ici 2050, rappelle la CBD. L'ébauche de texte qui sera négociée lors de la COP15 prévoit notamment de protéger les sites d'importance particulière pour la biodiversité au moyen d'aires protégées et d'autres mesures efficaces de conservation par zone couvrant au moins 30% des zones terrestres et marines, avec au moins 10% sous stricte protection 2030. Ces pourcentages pourront et devront être négociés. Une autre mesure vise à réduire d'au moins 50% la pollution causée par l'excès d'éléments nutritifs, les biocides, les déchets plastiques et autres sources de pollution d'ici la fin de la décennie. La CBD souligne aussi l'importance des solutions basées sur la nature pour atteindre les objectifs de Paris pour réduire le réchauffement climatique. Cette première mouture constitue un grand pas dans la définition d'objectifs pour protéger la biodiversité, mais le texte est mince en ce qui concerne leur mise en œuvre et les moyens déployés, a estimé Li Shuo de Greenpeace International. La COP15 devrait aussi acter l'échec des objectifs d'Aichi définis en 2010. Je rappelle qu'ils visaient entre autres à mieux comprendre en compte la biodiversité dans les stratégies nationales, à étendre des aires de conservation terrestre et aquatique, à prévenir l'extinction des espèces menacées ou encore à éviter la surpêche et à gérer les surfaces agricoles de manière durable jusqu'à 2020. La plupart n'ont malheureusement pas été atteints. Alors, Emmanuel Joseph Dailly, est-ce que cette information vous fait réagir? Oui, alors merci Dominique. En effet, je trouve qu'on a tous une responsabilité en tant que, d'une part en tant que citoyen et aussi en tant qu'être humain sur la planète, donc une planète en partage, une responsabilité de transmission aussi de ce qu'on va laisser à nos enfants pour les générations suivantes. Et dans un cadre plus professionnel et ramener peut-être même au sujet de ce livre aujourd'hui, il y a une responsabilité dans le sens qu'on donne à nos actions. On peut avoir une action au quotidien qui soit une action responsable dans nos consommations, que ce soit dans nos consommations de fruits et légumes, dans notre rapport à la nature, dans notre rapport à la biodiversité. Et il y a un champ qui est un champ très très intéressant qui s'appelle l'éthologie, qui est l'observation des comportements animaux, de faune et de flore, qui est un champ très peu étudié et à regret, selon moi, je le regrette et je le déplore, parce que l'observation de la nature va beaucoup nous aider pour nous enrichir, pour mieux comprendre la manière dont on va évoluer aussi nous en tant qu'êtres humains, puisque la nature s'est adaptée à toutes sortes de choses. Les animaux ont des comportements collectifs extrêmement intéressants. Et quand on dit les animaux, on pense naturellement aux abeilles, aux fourmis, aux singes, aux dauphins, mais aussi par exemple aux champignons, qui sont une espèce un petit peu entre le règne végétal et le règne animal, qui a des comportements extrêmement intéressants dans la nature. Donc la préservation de cette biodiversité est pour moi absolument essentielle. Et ce regard qu'on peut appeler un peu le biomimétisme,
la manière dont la nature va nous aider à construire le monde de demain et aide déjà l'intelligence artificielle et les robots à se développer, puisque beaucoup de robots ont été conçus en fonction des comportements animaux, donc en mimétisme, quelque chose de très riche et à préserver. Merci Emmanuel Joseph Dailly, merci sur les liens que vous faites effectivement avec ce sujet. Alors on va passer sur une autre information qui est liée aussi au respect de l'environnement. C'est une décision qui est une décision assez rare en fait. Effectivement, c'est en Inde que ça s'est passé. Il y a 2 immeubles de luxe qui ont été détruits pour violation des lois environnementales. Les autorités indiennes ont ordonné la destruction par explosif de 2 résidences de luxe situées en bord de lagunes dans l'état de Kerala, au sud de l'Inde. Les constructions violaient les lois environnementales du pays. C'est un immeuble de 19 étages comprenant 90 appartements surplombant les célèbres Black Waters, une zone aquatique formée de lagunes et de canaux qui a été détruit par explosion et s'est effondré en quelques secondes dans un nuage de poussière et de débris. Quelques minutes plus tard, les tours jumelles Alpha Seren, construites dans la même zone, ont aussi été détruites. C'est la Cour suprême indienne qui avait jugé en mai 2019 que le complexe, occupé depuis plusieurs années, avait été construit en violation des lois du littoral, entraînant des dégâts colossaux pour l'environnement. L'Inde connaît effectivement un boom immobilier depuis quelques années, mais les promoteurs construisent souvent en violation des lois environnementales et séculaires, avec la connivence des autorités locales. Alors l'état de Kerala est une zone touristique très réputée, mais aussi très fragile. En 2018, des inondations avaient tué plus de 400 personnes, et les experts avaient attribué ce lourd bilan aux constructions illégales en bordure de l'eau. Les habitants des 2 complexes détruits ont été forcés de quitter leur appartement après que les autorités locales eurent coupé l'eau et l'électricité. Ils ont aussi bien sûr obtenu une compensation financière. Là aussi, Emmanuel Joseph Dailly, vous voulez réagir? Alors c'est une information que je trouve intéressante effectivement par sa rareté. Oui, exact. Et ça montre en même temps que la responsabilité sociale des entreprises entre de plus en plus en ligne de compte, une responsabilité sociale, sociétale, environnementale. Elle touche de plus en plus d'ailleurs le monde du luxe. J'interviens beaucoup dans l'univers du luxe pour plusieurs grandes maisons et grandes enseignes qui se sentent de plus en plus concernées par ces questions-là aussi, d'éthique aussi, d'éthique de fabrication, d'éthique environnementale, de pollution aussi. Et du coup, il y a une vraie vigilance à apporter sur ces questions-là et je peux que saluer cette décision indienne. D'accord, merci Emmanuel Joseph Dailly. C'est pour ça que je voulais la relever. En fait, c'est des décisions qui sont très rares et en plus, ça vient d'un pays qui souvent a l'image de ne pas être vraiment respectueux et de beaucoup polluer la planète. Donc, je pensais que c'était intéressant de la relever. Alors, sur la transition énergétique, il y a aussi Bruxelles qui lance son plan pour un financement à plusieurs milliards. Pour financer une transition énergétique juste, qui va coûter des milliards, la Commission a dévoilé mardi de la semaine dernière à Strasbourg un plan d'investissement qui s'appuie sur un nouveau fonds pour soutenir les régions les plus dépendantes au charbon. Avec son pacte vert présenté en décembre, quelques jours seulement après sa prise de fonction, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a fait du climat la priorité de sa commission. Mais la transition du continent vers la neutralité carbone d'ici 2050 sera très coûteuse. Au total, son plan d'investissement pour une Europe durable, ce sont jusqu'à 1000 milliards d'euros qui seraient mobilisés dans les 10 prochaines années en faveur de la transition d'un continent où les émissions de gaz à effet de serre seraient les plus faibles possibles, et ce, par le biais de multiples sources de financement. Si ces fonds serviront à réduire drastiquement la dépendance aux ressources fossiles, il se posera également la question du soutien au nucléaire. Avec cette proposition législative sur le mécanisme de transition juste, qui sera soumise à négociation entre les États membres et le Parlement européen, la Commission tente aussi de rassurer les pays de l'Est, encore réticents à s'engager pleinement. Les intentions sont là, attendons les actions concrètes. Et enfin, une dernière info plus légère mais très sérieuse, la Ford Mustang du film Bullitt. Vous vous souvenez de ce film mythique avec Steve McQueen? C'est un record d'enchères pour la voiture. Avec une enchère de 3,74 millions de dollars, le modèle que l'acteur américain conduit dans Bullitt devient la Mustang la plus chère du monde. C'est un scénario auquel personne ne s'attendait. Or, toutes les Mustangs ne se valent pas. Lors de la vente aux enchères que la maison américaine Mecum vient d'organiser en Floride, le modèle, je le cite, Fastback 390 CI de 1968, l'un des 2 modèles que Steve McQueen fait rugir dans les rues de San Francisco pour le film Bullitt,
a été adjugé pour la coquette somme de 3,74 milliards. Millions. Millions, ça fait déjà quand même beaucoup, hein. Effectivement. Alors, ce n'est pas la première fois que Steve McQueen fait tourner les têtes, hein. En 2011, la Porsche 911 qu'il conduisait dans le film Le Mans avait explosé les compteurs en étant adjugé 1,25 million de dollars dans une vente aux enchères également. Avec la Mustang, l'histoire se reproduit. Il faut dire que le coupé de la vente était le plus illustre de ceux utilisés par la société de production Warner. Il s'agit de la voiture que Steve McQueen a conduit le plus souvent lors des tournages de la scène de course-poursuite, qui dure 10 minutes. Et rappelons tout de même que cette scène a influencé l'univers du cinéma dans les films par la suite. Voilà pour les infos aujourd'hui. Alors je vous propose maintenant de changer de sujet et d'enchaîner tout de suite avec la chronique santé sur la tension qui a été enregistrée. 2 minutes pour comprendre, tension, les bons chiffres. Alors quand on se prend la tension, on dit par exemple j'ai 13, 9. Qu'est-ce que ça veut dire 13? Qu'est-ce que ça veut dire 9? Alors 13 c'est le chiffre systolique, c'est-à-dire c'est la pression maximum quand le cœur pulse. On a le maximum de pression. La systole. Donc il y a beaucoup de pression. Pression Et nasale. puis Après, je balance. La diastole, il se relâche et c'est là où on a la Balance pression. une pause musicale après. donc 13, 9, Direct. 13 en pleine pression. D'accord, on nous dit 13-9 parce que 13 Je l'annonce c'est pas ou des bons tu chiffres. Non, Tu l'envoies? jingle. Donc le bon Je chiffre, vais donner mes chiffres. le bon chiffre c'est. Je mets années c'est 80 très là, je mets disco, pris en autonomie, Etienne chez un Dao, patient qui Coq calme, Robin détendu chez et lui. Francky Ghost to Au You. cabinet, on peut Là là je jusqu'à commence par 14. Francky Ghost to You. Parce qu'il y a un effet blues. Classique. Il y a un effet blues. On est un peu stressé. On peut être un peu stressé. Alors ça monte un petit peu. Voilà. Mais une tension, voilà, la mesure idéale, c'est de faire une automesure à son domicile. On prend 3 chiffres le matin, 3 chiffres le C'est soir, Frankie Goes to 3 jours Hollywood. de suite, Et on fait la moyenne. et on fait la moyenne. Voilà. Et Donc là, là, on a un meilleur reflet que ce qui peut être Pourquoi mesuré. c'est important de surveiller sa tension? Parce qu'il y a beaucoup d'adultes, notamment en France ou partout dans le monde, dont la tension est méconnue. L'hypertension artérielle est méconnue, c'est une maladie, on appelle ça le tueur silencieux. C'est la principale cause de mortalité dans le monde. Il y a 15 millions d'hypertendus en France, hein, il y en a simplement 7,5 qui sont C'est ça, suspectés. tout à fait, qui sont méconnus. Donc c'est une pathologie qui va avoir une incidence sur des facteurs de risque cardiovasculaire. Méconnaître une hypertension, c'est prendre le risque d'infarctus du myocarde, d'accidents vasculaires cérébraux, d'artériopathie des membres inférieurs, d'insuffisance rénale. Donc c'est important de se dépister parce que par contre, ça se traite très bien. On a tous les outils thérapeutiques, on a un panel de médicaments très large. Et traiter, on a la prévention de ces facteurs de risque, de ces complications. Vous savez tout, surveillez vos tensions, surveillez-la bien et portez-vous bien. Je ne suis pas oublié. Nous sommes tous là. Vous êtes sur IDFM, Radio Onga, Radio du bien-être. C'est tout le temps filmé. On vous présente. Là, c'est Relax de Frankie Ghost to Hollywood. C'est le... Frankie Ghost to Hollywood, c'est le groupe. Relax. Relax. Ah, par contre, là, tu auras un problème. Hop. En fait, Alors, 25,02, donc on va jusqu'à 27. là on peut parler, il y a Pauline. Dès que c'est d'accord. rouge, c'est en allant. D'accord. Et il faut parler près du micro. Oui. Oui, du coup, je savais pas trop comment le positionner. Ah bah le plus près possible. D'accord, Parce que sinon il n'est pas content. d'accord. Je l'ai dressé, hein. Ouais. Il va plus y avoir d'entrée et de sortie. Ouais. Non. Il faut que je me concentre. Non, non, mais vous inquiétez pas, il faut laisser aller. Et puis... Oui, quand même. Oui, oui. Exactement à 10h01 58. Oui, alors là, Là, 10h01 58, on envoie. Pour être pile poil à, On en à voit quoi 10h20, à la 10h27. dernière chronique à la fin, Ouais. la dernière interview, c'est-à-dire qu'on va finir, nous, à 10 Oui, heures. oui. D'accord. Et je reviens à la fin pour remercier tout le monde. Non, ça se termine. Non, ou alors on l'envoie avant si tu veux Bah alors on va. intervenir. Ok. J'ai besoin de 30 secondes, pas plus, même pas, tu vois. Bon, bah, à 10h01, je l'envoie. Donc il faut shooter à 10 heures. Ouais. J'ai pas pris mon choix. Tu n'avais pas pleuré. Oh, pleurer, pas du tout. Ah bon. Me moucher, peut-être un peu plus.
Et j'en ai pas. Je peux pas sortir en chercher. Si vous pouvez sortir, vous revenez, c'est pas grave. Il reste 1 minute 20. Ah oui, d'accord. Normalement moins, mais bon, c'est qu'elle sort. J'ai répété 15 fois pour filmer et puis je sais pas si ça fait. Ça marche pas? Je sais pas. Si, ça marche. Si, ça marche. Je sais pas si ça enregistre. Si, ça marche. Attention, reprends. On va reprendre. Oui, mais c'est avec elle. Bon, bah, je vais dire la même. On y retourne. Alors pour cette pause musicale, je pense que vous l'avez reconnu, c'était Frankie Goes to Hollywood avec Relax. Aujourd'hui, au bar de l'économie, nous recevons Emmanuel Joseph Dailly pour son livre qui vient de sortir aux éditions Erol. Alors Emmanuel Joseph Dailly, vous avez écrit, ou plutôt coécrit cet ouvrage, Les talents cachés de votre cerveau au travail, avec Bernard Anselem, qui est lui médecin, titulaire d'un master de recherche en neuropsychologie et spécialiste en imagerie médicale. Alors pour débuter l'interview, je souhaiterais en connaître un petit peu plus sur vous et comprendre comment vous en êtes arrivé à vous intéresser aux talents cachés du cerveau, pour reprendre vos termes, et donc ensuite à écrire ce livre. Oui. Alors merci Dominique pour cette introduction. Effectivement, j'ai coécrit avec Bernard Anselem, qui lui est spécialisé sur la neuropsychologie et sur l'imagerie médicale. Donc il y a un background beaucoup plus scientifique que le mien, et nos deux talents se sont unis en quelque sorte pour écrire ce livre qui est extrêmement complémentaire, puisqu'on a voulu transposer ces connaissances, et ces connaissances très récentes en neurosciences et en psychologie cognitive et comportementale, au monde du travail. Et c'est ce qui fait aussi l'originalité du livre, c'est cet effort constant de transposer ces recherches les plus récentes, expérimentales aussi, à des situations du quotidien, de la vie de tous les jours, des collaborateurs de grands groupes, mais aussi de PME, de TPE, de TI, de petites structures, les artisans, les professions libérales aussi, tous les gens qui travaillent dans un quotidien. Voilà. Alors en fait, pour reprendre vos termes, ce que vous nous dites, c'est qu'en passant par l'imagerie médicale, et donc les neurosciences, on comprend un petit peu mieux les comportements des personnes ou ceux qui sont à venir, les réactions. Voilà, en tout cas, ça nous permet de mieux comprendre ce qui se passe dans notre cerveau et du coup d'optimiser nos comportements du quotidien. Que ce soit la gestion de nos émotions, nos prises de décision, notre gestion attentionnelle, aussi notre rapport à l'autre, notre gestion du stress, et puis d'optimiser aussi la performance collective. Bon, alors vous allez nous en dire un petit peu plus par la suite. Vous avez d'ailleurs écrit ce livre, vous avez déjà écrit un livre d'ailleurs en 2018 qui était Développer l'engagement de vos collaborateurs. Et à cette époque, vous aviez déjà en quelque sorte donné des recettes aux managers pour disposer de collaborateurs plus engagés, n'est-ce pas? Vous aviez travaillé sur l'engagement. Oui, alors l'engagement est un sujet qui me parle beaucoup, que j'ai étudié par le passé. C'est un peu une prolongation finalement, ce livre-là, effectivement. Le premier livre, Développer l'engagement de vos collaborateurs, qui est paru en 2018, concernait plus les managers. C'était dans une collection à destination des managers. Il était plus court, très opérationnel parce que très transposable dans un quotidien. L'idée pour les managers, c'était de se questionner sur leur propre engagement et puis d'accompagner leurs équipes à développer l'engagement. Alors ce qui est intéressant, et vous pouvez peut-être donner votre éclairage là-dessus, c'est que dans l'esprit des collaborateurs, enfin dans les entreprises, on est étonné dans un premier temps qu'on peut mesurer l'engagement. Et donc vous confirmez bien que ça se mesure un engagement de collaborateurs dans une entreprise. Alors l'engagement se mesure, mais il existe 150 définitions de l'engagement, voire plus. Donc il y a un premier travail préalable avant de mesurer cet engagement, qui est pour l'entreprise en question de se demander quel type d'engagement elle veut pour ses collaborateurs, quel type d'exemplarité les dirigeants sont prêts aussi à mettre en avant. Parce qu'on le verra, et ça marche aussi comme ça dans le cerveau, l'exemplarité a un rôle absolument clé dans l'engagement managérial. Donc il y a une définition et un premier diagnostic préalable à la mesure de l'engagement qui serait de se demander
vers quoi on veut tendre, quelle est notre cible. D'accord, merci pour ces précisions. Alors venons-en à l'ouvrage qui nous réunit ce matin, dont je rappelle le titre, Les talents cachés de votre cerveau au travail. Ce titre est plein de promesses et donne envie d'en savoir plus. Alors tout d'abord, et pour faire simple, si je vous laisse faire le pitch, vous nous dites quoi? Alors, l'idée de ce livre, c'était effectivement de transposer les connaissances les plus récentes en neurosciences, en psychologie sociale et comportementale et en psychologie cognitive au monde du travail. Donc, ça paraît très savant comme terme, mais en fait, c'est tout simplement ce qui se passe dans notre cerveau et quelles sont nos habitudes, quels sont nos comportements sociaux. Et la manière dont les comprendre et mieux les connaître nous permet finalement de mieux vivre, donc d'une part avec plus de bien-être et aussi d'être plus efficace dans notre quotidien professionnel. C'est presque une démarche pédagogique en fait, on pourrait dire. C'est tout d'abord comprendre ce qui se passe et en fonction de cette compréhension, on peut réfléchir et se dire comment on va agir par la suite. C'est bien ça? Et le comprendre ce qui se passe est tel qu'on a choisi de commencer par les émotions dans ce livre-là et de dérouler au fur et à mesure en fonction de ça, parce que dans le cerveau, tout commence par l'émotion. Alors on va y revenir après, parce qu'effectivement, c'est l'un des points centraux, les émotions, et d'ailleurs, vous, entre guillemets, vous attaquez le livre à partir de là. Alors, ce qu'il y a aussi sur ce livre, je voudrais juste revenir un instant là-dessus pour aussi le saluer, c'est que c'est une écriture à quatre mains avec Bernard Anselem. Et ce que je voudrais savoir, c'est comment vous vous êtes réparti le travail, ou plutôt comment vous avez complété en fait vos compétences et vos expériences pour rédiger cet ouvrage. Oui, alors effectivement, c'est une écriture à quatre mains, une très belle écriture. On a pris beaucoup de plaisir à écrire ensemble, de manière très complémentaire. C'est toujours une aventure, un livre. C'est un mix entre un marathon et un sprint, et un mélange constant, puisqu'il y a des moments d'accélération puissants, et on a tous les deux des quotidiens professionnels autres que l'écriture. Donc il faut pouvoir dégager ce temps, et puis le dégager aussi ensemble, c'est-à-dire ça se passe aussi beaucoup dans la relation, dans la compréhension des deux univers. Moi je viens d'un univers qui est celui de l'entreprise, Bernard plus d'un univers médical, donc il fallait que les termes puissent être reconnus par l'un et par l'autre. Je vous interromps, mais c'est effectivement ça qui m'a attiré l'attention, parce que vous venez de deux mondes différents, et c'est pour ça que j'ai utilisé le terme compléter, parce qu'en fait ce qui va donner de la force à votre discours, c'est d'avoir effectivement deux expertises différentes que vous arrivez à mettre au service d'un sujet. Absolument, et de nos lecteurs aussi. On voulait vraiment que ça puisse parler à tous, que ce soit très pédagogique et surtout à la portée de tout le monde, c'est-à-dire très, très didactique, que ce soit appropriable par chacun. On a tâtonné pas mal avant d'arriver à trouver la juste articulation d'écriture, le juste mélange, et puis finalement on a l'impression que le résultat est assez fluide dans l'enchaînement, sur à la fois les apports théoriques et la transposition pratique, avec beaucoup d'exercices pratiques aussi, pour se transposer dans une réalité, beaucoup d'exemples dans lesquels chacun pourrait se reconnaître assez facilement. Et vous étiez toujours d'accord? On a eu des discussions, ouais. Qui ont été un très bel exercice d'ailleurs pour nous, très, très apprenant. Moi je trouve que l'écriture à quatre mains est toujours très apprenante dans la relation aussi. Dans la manière de négocier avec soi-même, de discuter avec l'autre. On a eu des échanges, notamment sur la question de la motivation et de l'engagement, qui ne veulent pas dire forcément la même chose dans nos deux univers. C'est intéressant, merci. Alors, pour reprendre un terme marketing encore sur cet ouvrage, est-ce que vous pouvez nous préciser, quelle est votre cible en fait? Il s'adresse à qui cet ouvrage? Alors, il s'adresse à tous. Oui, ça je m'attendais un petit peu à cette réponse-là, mais est-ce que vous pouvez définir un petit peu quelles pourraient être les attentes en fait de ces personnes qui trouveraient déjà un certain nombre de réponses dans votre ouvrage? Oui, alors le positionnement, et ça aussi ça a été une discussion préalable avec notre éditeur, avec Erol, une discussion autour de la cible. Est-ce qu'on se positionne grand public? Est-ce qu'on se positionne univers de l'entreprise, univers managérial? Et finalement, on s'est rendu compte que les chapitres qu'on présentait parlaient vraiment à tous, c'est-à-dire tous segments professionnels. Je nommais tout à l'heure les artisans, les TPE, les PME, les managers, les collaborateurs, les indépendants. Ça s'applique à un monde professionnel, mais en même temps à un monde personnel du quotidien, puisqu'on parle émotion, décision, intuition, stress, qui sont des sujets qui transcendent complètement la sphère professionnelle.
Alors on va y revenir par la suite parce qu'on va rentrer un peu plus dans le détail sur les sujets que vous abordez dans cet ouvrage. Et puis j'ai vu que Bruno Vigouroux nous a rejoint en studio. Bonjour Bruno. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors ce que je propose de faire, c'est que pour Emmanuel, nous fassions une petite pause sur son ouvrage, de vous passer la parole pour la chronique cuisine. Et Volontiers. nous ferons une petite pause musicale par la suite. Entendu. Écoutez, vous savez quoi? On va se réchauffer avec un plat bien de saison qui fait du bien au corps. Enfin, quand je dis un plat, c'est pas tout à fait exact car on va faire une soupe. Mais c'est pas tout à fait faux non plus car c'est une soupe plutôt consistante, une soupe qui nourrit, on va dire. Alors qu'est-ce que c'est que cette soupe? Eh bien, on va faire une soupe épaisse au poulet et piment. J'ai trouvé cette recette dans le dernier numéro de Marmiton, un des nombreux journaux de cuisine auxquels je suis abonné. Alors on va faire une soupe pour 6 personnes, même si vous n'êtes que 4, c'est pas grave, il y aura du reste pour les autres jours de la semaine. Vous pouvez compter 25 minutes de préparation et 40 minutes de cuisson. Pour cette soupe, vous avez besoin de 4 blancs de poulet, 4 carottes, 2 branches de céleri, 2 oignons, 2 petits piments rouges, c'est facultatif, ou alors vous y allez doucement, un bouquet de coriandre, 20 g de beurre, 1,3 litre de bouillon de légumes, 10 centilitres de crème de soja, 15 g de farine tamisée, une cuillère à soupe d'huile, une cuillère à soupe de pâte de curry. Alors pour commencer, vous coupez les blancs de poulet en lamelles, puis vous pelez et émincez les oignons. Vous épluchez les carottes et vous les coupez en rondelles. Ensuite, vous effilez les branches de céleri, vous les coupez en courts tronçons. Vous mettez l'huile à chauffer dans une cocotte et vous y saisissez les morceaux de poulet pendant 5 minutes, pas plus. Et vous ajoutez les oignons, les carottes, les piments et la pâte à curry. Vous mélangez pendant le tout pendant 5 minutes, on va dire, sur feu très doux. Vous versez le bouillon et ajoutez les tronçons de céleri. Vous salez et laissez mijoter 25 minutes. Pendant ce temps-là, dans un bol, vous mélangez le beurre avec la farine. Le beurre que vous aurez sorti du frigidaire un petit peu à l'avance pour qu'il soit maniable. Vous donc le mélangez avec la farine avec une fourchette ou à la main. Vous y ajoutez une louche du bouillon chaud et vous remuez jusqu'à ce que le beurre soit bien incorporé. Vous servez le contenu du bol dans la cocotte, vous y ajoutez la crème de soja et vous laissez cuire encore 5 minutes à feu doux en mélangeant. C'est terminé ou presque, il ne vous reste plus qu'à ajouter le coriandre effeuillé. Vous en profitez pour rectifier l'assaisonnement et vous n'avez plus qu'à amener la cocotte avec la soupe fumante sur la table. Vous allez voir, c'est une recette facile qui plaît à tout le monde. Vous pouvez servir cette soupe avec un vin léger, type Beaujolais. Et là, vous direz que c'est dans ces moments-là qu'on apprécie l'hiver. Bonne cuisine, bon appétit et à très bientôt. Au revoir. Merci Bruno. En vous écoutant, tu fais la pause musicale après? Hein? Tu lances la pause musicale direct? Ouais. J'allais lancer une vanne, j'allais dire... Non, on pourrait peut-être vous demander de la préparer la prochaine fois, puis inviter quelques auditeurs pour la partager. Je l'ai faite dimanche. Pourquoi? Je l'ai faite pour dimanche, je l'ai faite samedi. C'est sympa. Ça donne envie en tout cas. Ouais, oui. Ouais, ça a l'air bon ça. Ouais. Mais quand est-ce que je viens chez toi là? Ah, il va Pas la aujourd'hui, je vais chez le dentiste. Après, je vais faire des courses parce que j'ai du monde demain soir. Je vais faire une belle C'est belle vrai, journée. Il y a du monde chez lui. Je peux prendre en photo pour Voilà. la voir? Cadeau. Donne, Ah ouais, merci. voilà. Je donne la recette. On est largement dans les temps. Là. C'est où j'avais la poêle. Magnifique. Ah non. Dans le lac. Non, c'est sympa, une bonne soupe là. Ça plaît à tout le monde. Non, tu dis C'est pas compliqué. Ça, c'est d'avance, franchement. Ouais. Tu dis on est largement dans les temps. Et Et là, on est compliqué. Voilà, quand elle le sent, je le précise au début. Ouais. Le matin, En je plus, sais j'ai ça. un Magimix. Faut que ça monte. Tout dedans. Ouais. C'est tout seul. Alors, vous n'avez pas besoin là, de Magimix. Non. Non. Et ça s'appelle? Week-end à Rome. Magnifique. Merci. Bah, bonne émission. Salut, Laurent. À lundi, bientôt. Philippe. Ouais. À bientôt. Lundi, ah oui, lundi. Lundi matin, ouais. Ouais, il n'y a pas d'émission cet après-midi. Ouais, je sais. Et j'ai voulu la décaler la semaine prochaine, mais j'ai pas d'invité non plus, quoi. C'était un bazar. L'invité me dit oui, puis il me dit non. Te prends pas la tête. Ouais, mais ici, ça me saoule, quoi. Quand tu dis oui, voilà. Du moment que tu préviens. Là. Oui, mais bon, c'est même pas d'émission en janvier. Février, je vais pas être là, mars non plus. Ouais, ça fait beaucoup.
Allez, bah, bonne recette, alors bonne cuisine. Hein, mademoiselle. Merci. Il était journaliste à l'équipe. À l'équipe. Ouais. Il a une voix qui passe bien. Ah ouais. Il a une voix radio qui passe très très bien. Hein. C'est important la voix radio. On va pas tarder à retourner. J'attends la fin du... Et donc la vidéo est jamais coupée, quoi. Non. Je suis sous l'œil de Moscou. Attention. Alors pendant cette respiration musicale, vous avez entendu Étienne Dao avec son succès Week-end à Rome. Au bar de l'économie, aujourd'hui, nous sommes avec Emmanuelle Joseph Dailly, qui est anthropologue de formation, consultante, formatrice et conférencière sur les sujets de leadership et des organisations du futur. Alors Emmanuelle Joseph Dailly, je pense que nous avons bien compris ce qui vous a amené à écrire ce livre, les talents cachés de votre cerveau au travail, avec qui vous l'avez écrit, et puis les idées principales qu'il développe. Venons-en maintenant au contenu de ce livre. Tout d'abord, je voudrais comprendre en quoi les neurosciences permettent de mieux comprendre ce qui se passe dans notre cerveau et comment alors agir pour développer ses capacités. Je sais que vous avez préalablement déjà abordé ce sujet-là. Ce qui m'intéresse, c'est plus la deuxième partie, c'est comment on développe ses capacités. Alors, un des éléments premiers à connaître sur notre cerveau, c'est qu'il est plastique. On a ce qu'on appelle une neuroplasticité, c'est-à-dire on a une capacité à muscler notre cerveau, qui est un muscle, tout au long de notre existence et même jusqu'à notre mort. Donc la croyance préalable qui consistait à se dire que passé un certain âge, tout était fini, on sait aujourd'hui que ce n'est pas vrai, qu'on a ce qu'on appelle des neurones, des synapses, une possibilité de faire pousser nos neurones, c'est-à-dire de les développer, et ce, en s'entraînant régulièrement et en se maintenant plastique, c'est-à-dire en se maintenant adaptable tout au long de notre existence. Et comment on s'entraîne alors concrètement? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a plein d'exercices qui consistent à mieux gérer le quotidien et à optimiser finalement son quotidien professionnel selon ce qu'on veut développer. On peut travailler sur sa gestion émotionnelle, sur la prise de décision. Et si je prends par exemple, pour faire un zoom sur la prise de décision, c'est intéressant de se demander comment on prend ses décisions, comment fonctionne notre intuition. L'intuition, c'est le mode automatique du cerveau, donc le mode par défaut. Quand je conduis sur l'autoroute et qu'il n'y a rien de spécial qui se passe, je suis en mode automatique, en pilote automatique. Dès lors qu'il y a un accident qui se produit, je vais passer en mode adaptatif, qui est plus consommateur d'énergie, donc qui va me faire passer dans une autre zone de mon cerveau, un peu plus consommatrice en énergie, qui va être une décision plus rationnelle, plus cartésienne en fonction de ce qui se passe. Je m'adapte à la situation. Vous nous dites en fait, quand on agit pour comprendre un peu ce qui s'est passé, on prend un peu de recul après l'action, on se dit, bah tiens, pourquoi j'ai réagi comme ça? Pourquoi j'ai eu telle décision? C'est ça que vous êtes en train de nous dire? Absolument, c'est ce qu'en entreprise on appelle souvent le feedback, et on peut faire de l'auto-feedback, c'est-à-dire regarder nos propres actions et se débriefer soi-même de ce qui s'est passé. C'est-à-dire réfléchir à tout ça. Après l'émission, je pourrais réfléchir en rentrant dans le transport et me dire, bah tiens, à ce moment-là, j'ai dit ça, pourquoi je l'ai dit? Est-ce que c'est la somme d'un certain nombre d'habitudes, d'automatismes? Est-ce que là, il y a une émotion qui m'a fait dire ça en particulier? Et ça peut être intéressant dans nos mécanismes propres de réfléchir à nos modes de fonctionnement du quotidien. Et de se poser aussi la question, peut-être comment j'aurais pu faire autrement, et ça devient donc un facteur d'amélioration, c'est ça? Absolument, voire avec l'aide d'autrui, et ça c'est la relation à l'autre, c'est s'entourer des personnes qui vont nous aider à progresser dans nos démarches du quotidien, dans notre efficacité professionnelle, notre efficience même professionnelle, en demandant des retours, des avis, des impressions, et avec bienveillance évidemment, et dans une relation de confiance. Alors c'est vrai, je pense qu'en plus c'est assez culturel, c'est-à-dire dans notre culture, le feedback en entreprise, c'est pas un outil qui est utilisé naturellement, alors que si on regarde sur les cultures anglo-saxonnes, le feedback c'est quelque chose qui est utilisé au quotidien et qui fait partie en fait de la vie professionnelle, n'est-ce pas? Oui, alors j'aime beaucoup cette mention parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai eu mon premier poste aux États-Unis il y a plus d'une quinzaine d'années. Et j'étais très sensible à ça à l'époque, à cette culture
de l'échec comme quelque chose de positif, de l'apprentissage par l'échec. Et pour raconter une anecdote qui m'a frappée à l'époque, en entretien d'embauche pour enseigner aux États-Unis, on m'a questionné sur mes plus gros échecs. Et moi, en tant que Française, j'avais préparé mes plus belles réussites. Et j'ai été assez déboussolée par ce questionnement. Et j'ai compris par la suite que l'échec avait une puissance incroyable. D'ailleurs, le cerveau imprime plus les échecs que les réussites, c'est l'un de nos drames. Mais en même temps, c'est la puissance de se dire qu'on peut en retirer quelque chose de très positif. Alors c'est vrai qu'en entreprise, on utilise un terme, alors je ne sais plus de qui il est, en tout cas il n'est pas de moi, hein, je vous assure, c'est que l'important en fait, c'est pas de chuter, c'est pas de tomber, mais c'est de savoir rebondir et de savoir repartir. Et c'est ce que vous exprimez à travers les échecs et la capacité à utiliser ces échecs comme facteur d'amélioration pour pouvoir continuer. Oui, et si on tire le fil, on retombe un peu sur le concept de résilience qui est cher à Boris Cyrulnik, qui l'a popularisé en psychologie. La résilience, au départ, c'est le rebond suite à un traumatisme. En entreprise, on l'utilise de plus en plus en lien avec la flexibilité. On est dans des environnements qui se transforment en permanence. À partir du moment où on entame un changement, il y a déjà une autre transformation en cours dans les entreprises, que ce soit des systèmes d'information, de management, de locaux, de culture organisationnelle. Donc les changements sont incessants et la résilience, ça va être cette capacité qu'ont les collaborateurs à rebondir de tout ça, à trouver en eux les forces et les aspects positifs des choses. Et on va retrouver des notions qu'on avait abordées préalablement, qui sont la motivation et l'engagement et la capacité à bouger, malgré effectivement des situations difficiles dans les entreprises ou dans la vie personnelle. Absolument. Et pour ça, la connaissance de notre cerveau nous aide énormément. Alors, Emmanuel Joseph Dailly, il y a un sujet qui vous tient à cœur, moi j'ai l'impression, dans ce livre que j'ai lu. Et, je pense qu'à vous en parler dès le début en fait, de votre ouvrage, c'est celui des émotions. Vous les décrivez très bien, vous avez la joie, la peur, la colère, la tristesse, la surprise, le dégoût. Ce sont là les 6 émotions dites universelles. Et ensuite, vous parlez d'intelligence émotionnelle. Est-ce que vous pourriez nous préciser le lien que vous faites entre émotion et intelligence? Oui, on a choisi avec Bernard de commencer par l'émotion parce que l'émotion, c'est le préalable à tout. Donc les neurosciences cognitives nous apprennent que l'émotion est première par rapport à la perception consciente. Donc elle était là avant tout le reste. Donc on s'est dit qu'on ne pouvait pas commencer par autre chose que l'émotion puisque on sait que l'émotion vient au cerveau plus rapidement que la décision consciente. Donc avant chaque décision, il y a une émotion. Et chose intéressante, il y a 2 prix Nobel qui s'appellent Daniel Kahneman qui a eu son prix Nobel en 2002 et Richard Thaler qui l'a eu en 2017 qui montrent que les marchés sont émotionnels et que derrière chaque fluctuation de marché et fluctuation économique, il y a avant toute chose des émotions. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'ils ne sont pas économistes, ils sont psychologues de formation. Donc, Daniel Kahneman a été le premier à recevoir un prix Nobel d'économie alors qu'il était psychologue. Donc, chose intéressante, l'émotion est un préalable à tout. Elle est un archaïsme du cerveau en quelque sorte, puisqu'elle était là pour nous préserver du danger, pour nous envoyer des messages. Et ces messages, l'intelligence émotionnelle va nous permettre de mieux les comprendre. Donc, pour répondre à votre deuxième partie de question, le lien entre intelligence et émotion, c'est que l'émotion est quelque chose d'assez primaire en quelque sorte. On sait aujourd'hui d'ailleurs que les animaux ont également des émotions. Et ce côté primaire peut être décrypté, c'est-à-dire que je ne peux rien contre l'émotion qui arrive en moi. Donc les émotions que vous avez très bien citées, qui sont les émotions d'Ekman, popularisées par Ekman à l'époque, donc les émotions dites universelles. Je ne peux rien contre leur arrivée en moi. En revanche, je peux faire quelque chose au sujet de l'action qui va venir derrière. C'est-à-dire que je ne peux rien contre la colère qui monte dans mon corps. En revanche, je peux faire quelque chose sur la manière dont je vais la gérer. Et pourquoi elles sont dites émotions universelles? Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très beau, finalement, sur l'émotion. C'est qu'elles se voient par des micro-signaux corporels de la même façon dans le monde entier. C'est-à-dire, peu importe la culture, le genre, le pays d'origine, elles vont se voir de la même façon sur le visage de quelqu'un qui habite en Colombie, en Mongolie, au Soudan, en Chine, en France, au Royaume-Uni, voilà. C'est très intéressant ce que vous dites parce que on a souvent le réflexe de dire quand on est en contact avec des étrangers que
on n'arrive pas à se comprendre parce qu'on n'est pas de la même culture ou on n'est pas sur la même longueur d'onde, pour reprendre des expressions du quotidien. Et en fait, sur les émotions, ces émotions-là, et vous le dites très bien, sont complètement universelles et c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec l'endroit où on vit. Elles le sont. Elles font partie de micro-signaux qui parfois sont imperceptibles presque à l'œil nu. Ça va être d'ailleurs un des chantiers très intéressants de l'intelligence artificielle parce que le robot, lui, va pouvoir décrypter des micro-signaux physiques et corporels. Mais en tout cas, elles se perçoivent et elles peuvent se distinguer très finement de la même façon partout. Alors, en vous écoutant, il me vient un sujet sur lequel j'aimerais que vous vous exprimiez parce que dans notre culture, en fait, on voit dans l'éducation, si je fais le lien avec l'éducation, que on est plutôt à brider les émotions chez les enfants. C'est-à-dire qu'en fait, des émotions sont perçues souvent comme des actes négatifs. Quand on dit dans le langage courant ne pleure pas, il ne faut pas pleurer, t'es un homme ou ceci, cela, on voit bien en vous écoutant que c'est extrêmement contradictoire et qu'en fait la force de la personnalité de quelqu'un et de la capacité à bouger, c'est justement d'exprimer ses émotions. Qu'en pensez-vous? Absolument, c'est très intéressant ce que vous mentionnez parce qu'on est sur quelque chose de l'ordre aussi du conformisme social avec une approche de genre très forte encore sur la gestion des émotions et ce qu'on inculque en lien avec les émotions. Alors c'est vrai, je le dis au deuxième degré, les petits garçons ne pleurent pas, les filles peuvent pleurer mais les petits garçons ne pleurent pas. J'espère que dans le futur, ça change déjà. Voilà, bien sûr. Ça sera bien évolué. L'école a forcément un rôle central dans cette gestion émotionnelle, dans cet apprentissage des émotions. Il y a des pays où on apprend la gestion émotionnelle dès tout petit, des pays beaucoup plus avancés que la France sur ces sujets. Je pense à la Finlande notamment, qui travaille beaucoup sur ces sujets. Les pays nordiques, dans leur globalité, sont très précoces par rapport à la France sur cette question de la gestion émotionnelle, de l'apprentissage de l'empathie aussi, puisque l'empathie est quelque chose qui peut se développer. C'est une des clés vers des rapports plus sains entre les cultures, entre les communautés, des rapports sociaux aussi plus aisés, d'arriver à se mettre à la place de l'autre, dans les chaussures de l'autre. Donc effectivement, ce rôle de l'émotion en entreprise, il a fait sa grande entrée assez récemment, puisque maintenant l'entreprise est demandeuse d'apprendre à ses collaborateurs à mieux gérer leurs émotions, en tout cas à développer une intelligence émotionnelle. Et on apprend que ce qu'on qualifiait de masque managérial n'a plus lieu d'être. En revanche, c'est comment on gère ces émotions qui parfois sont intenses, pas faciles à gérer du tout. Et rien que le terme gestion de l'émotion, quelque chose de très complexe. Et les collaborateurs, pourtant, et on le sait aujourd'hui, sont en demande d'une certaine stabilité émotionnelle, en tout cas d'un management qui ne fasse pas le yo-yo émotionnel, mais qui sache partager aussi et qui sache assumer sa vulnérabilité. Merci pour ces précisions, Emmanuel Joseph Dailly. Alors, on va s'arrêter là sur les émotions, et puis j'espère que ça va donner envie en fait à nos auditeurs d'aller plus loin, parce que le livre en parle, c'est le fil conducteur, c'est un peu comme une pelote de laine, on tire, et puis on a effectivement beaucoup d'informations. Moi, je voudrais revenir sur un point, c'est en fait, si on fait le lien avec votre premier ouvrage, je retrouve une suite à votre premier ouvrage qui était sur l'engagement au travail. En fait, vous faites le lien entre motiver et susciter l'engagement. Donc, est-ce que vous pouvez nous préciser le ou les liens que vous faites entre ces deux notions et clarifier peut-être la motivation et l'engagement? Oui. Alors, pendant longtemps, les neurosciences ont eu du mal à trouver un terrain dans l'entreprise sur le sujet de la motivation, puisque les recherches ne permettaient pas de progresser en entreprise sur ce terrain-là. Et aujourd'hui, la corrélation avec l'engagement est intéressante. On parle en neurosciences de réseaux. Donc de réseaux cérébraux. On a un réseau qui est très puissant, qui est le réseau de la récompense, et on a un réseau très puissant qui est le réseau de la menace. Tous les mammifères ont ces deux réseaux, récompense, menace. C'est un peu ce qu'on a appelé longtemps la carotte et le bâton en entreprise. Oui. Voilà. Aujourd'hui, c'est un peu dépassé, mais on sait que ces deux réseaux nous donnent une puissance d'agir. Que la motivation, ça vient de movere, c'est se mettre en mouvement. C'est ce qui nous donne une énergie. Mais en entreprise, se mettre en énergie, c'est pas suffisant. Si on veut parler d'engagement. L'engagement, c'est ce qui me met en gage, c'est-à-dire ce qui me lie à une structure. Je peux être profondément motivé par mon activité sans être engagé pour la structure. Et c'est ce lien-là qui va être intéressant,
qui va être intéressant de développer. C'est quel engagement on veut, comment l'entreprise définit ce qu'elle entend par engagement. Est-ce que c'est un engagement unique? Est-ce qu'on peut être multi-engagement aujourd'hui? Et comment on réfléchit à ce que va être l'engagement demain? Et un axe qui est très intéressant, sur lequel je me penche aujourd'hui beaucoup, c'est comment je suis engagée tout en étant peut-être en dehors de l'entreprise, c'est-à-dire comment je recommande mon entreprise positivement, comment je deviens client de mon entreprise, prescriptrice pour mon entreprise, fournisseur éventuel, comment je fais partie d'un réseau global et d'un écosystème positif par rapport à mon entreprise. Ça aussi, ça peut être de l'engagement demain. Et je pense que ça a beaucoup évolué ces dernières années parce que dans le monde de l'entreprise, il y a un décalage, je pense, entre des managers qui ont déjà une certaine expérience et qui ont déjà avancé dans leur carrière, et puis ces jeunes générations qui arrivent, qu'on a qualifiées de génération Y, où il y a eu une certaine incompréhension entre ces deux populations, et je pense que les entreprises travaillent aussi beaucoup là-dessus pour essayer à ce que les gens, bien sûr, travaillent ensemble, mais se comprennent mieux, et que les attentes aujourd'hui d'un jeune dans une entreprise, ce ne sont pas les mêmes attentes que celles qui avaient 20 ou 30 ans. Absolument, et les gens, enfin, ce qui est aussi important de comprendre, c'est que les gens ont joué avec les codes de leur époque. C'est-à-dire que quand on arrive et quand on dit aux managers qui ont 30 ans de carrière derrière eux, ben aujourd'hui ça va être complètement différent. Aujourd'hui, si ton collaborateur il veut rester jusqu'à midi chez lui, c'est possible parce qu'il va télétravailler. Quand les habitudes ont été autres, c'est difficile de s'en défaire aussi. C'est un très bon exemple, effectivement, parce que, je vous interromps, mais les premières expériences sur le télétravail, c'était par le manager. Ah ben il veut rester chez lui, et puis ou elle va rester chez lui pour garder ses enfants parce que c'est le mercredi, puis elle ne va pas travailler ou très peu. C'était un peu ça au départ. Hein. On est porteur du poids de nos habitudes et le cerveau nous le montre. Oui. C'est-à-dire que pour s'économiser, le cerveau reste aussi dans une sorte de routine habituelle. C'est difficile de sortir de ses habitudes et puis c'est difficile aussi de casser des codes qui ont été les anciens codes auxquels les autres se sont soumis aussi. Donc on doit trouver des réseaux de récompenses nouveaux finalement. Et quand on présente ça au manager, et on accompagne ça aussi, c'est quelque chose qu'on accompagne, on accompagne la gestion du télétravail, c'est de présenter au manager la puissance que ça va avoir, hein, l'impact sur le bien-être, sur l'aspect positif, sur la fatigue aussi psychique, sur l'efficacité, sur le rapport à ce qu'on appelle l'empowerment en langage anglo-saxon, c'est-à-dire la responsabilisation, la confiance. On sait aujourd'hui, et ça pose plus de questions, que les collaborateurs sont beaucoup plus productifs en télétravail qu'au bureau, du fait notamment des interruptions très fréquentes. Et c'est aussi un des sujets du livre, c'est la capacité au focus attentionnel, à rester concentré. Effectivement, on retrouve aussi ce sujet dans votre livre. Bon, dans notre interview, on aurait pu évoquer l'ensemble des points, mais ça aurait été beaucoup trop long. Et puis il faut laisser aussi une petite zone, pas d'ombre, mais enfin une zone de découverte pour nos auditeurs et qui retrouvent certains éléments. Alors, pour clôturer notre interview, j'ai choisi un dernier thème qui se trouve dans votre livre, qui est le thème du collectif. Parce que là aussi, sur ce thème-là, on parle de l'entreprise, on peut parler du social, on peut parler de l'éducation. Enfin, il y a une ramification qui est très large. Alors, je cite, passer de l'individuel au collectif, pas si facile. Vous pouvez nous expliquer ce que vous avez voulu dire? Oui. Alors en France, et pour ceux d'entre nous qui ont grandi, qui ont fait la maternelle par exemple à l'école française, on a grandi dans des environnements très individualistes. À l'école, collaborer avec un camarade, ça veut dire copier concrètement. Et du coup, il y a cette vraie question de comment enfants et jeunes adultes on fait tout individuellement et comment, arrivé dans le monde de l'entreprise, on nous demande de collaborer en permanence. Alors qu'on a des freins très connus au collectif, qui sont des freins personnels et humains de psychologie sociale, le conformisme, ou ce qu'on appelle la paresse sociale ou l'effet Ringelmann, qui nous freine aussi dans ce collectif. Donc, chose ardue, effectivement, une habitude de l'individuel quand l'entreprise nous demande du collectif en permanence. Effectivement, c'est un sujet qui pourrait être encore débattu longtemps, sur lequel on pourrait développer. Alors, Emmanuel Joseph Dailly, je voudrais tout d'abord vous dire un grand merci pour vos réponses, qui sont très claires et très pertinentes. Et je souhaiterais donner un dernier avis à nos auditeurs. Car si le sujet peut paraître un peu austère quand on parle de neurosciences, ou en tout cas méconnu, je leur dirais, ne vous arrêtez pas à cette première impression, car le livre « Les talents cachés de votre cerveau au travail », il est facile à lire,
Il comprend des exemples concrets et propose des actions simples à mettre en œuvre rapidement, alors avec un peu de volonté quand même. Hein. Alors montrez bien ce livre, le titre est très très clair. Et puis pour finir, j'ai une toute petite dernière question. Vous préparez une suite? Alors, Bernard préparera certainement une suite en lien avec les neurosciences et moi j'ai déjà un projet, un double projet même, en lien avec l'intelligence artificielle et aussi avec les femmes en environnement de travail, voilà, qui est un sujet qui m'intéresse tout particulièrement, la gestion au féminin du quotidien. D'accord, merci beaucoup Emmanuel Joseph Dailly. Donc ce que nous allons faire maintenant, eh bien, je crois qu'il va y avoir un petit jingle. On envoie la chronique de boire dans 5 minutes. On envoie la grande chronique tout de suite. Oui, je l'envoie tout de suite. Mais je dis, j'aime. Alors nous passons maintenant la parole à Pascal Boniface, qui est directeur général de l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, pour l'interview qu'il a réalisée auprès de Christophe Deloire, secrétaire général des Reporters sans frontières. On va avoir un petit peu de temps quand même. Ah, t'as vu? Et c'est là qui compte. ah ouais, une minute d'avance, mais bon. Bon, merci. Non, oui, mais à la fin, je reviendrai à la fin. Ouais, mais c'est bon. Over. Je peux le filmer là aussi, toujours. J'ai été éditeur, auteur de documentaires et j'ai dirigé le CFJ, Centre de formation des journalistes, sans avoir fait moi-même d'école de journalisme et je dirais même sans avoir eu jamais l'idée d'en faire. Mais bon, par inertie, j'ai fait d'autres études avec l'idée de devenir journaliste et je suis passé un jour à la défense de la liberté de la presse. Après être donc passé à l'éducation au journalisme, sans doute parce que, d'abord, par appétence personnelle, j'avais envie de faire autre chose. Je voulais sans doute sortir de la position de spectateur et devenir quelqu'un qui le faisait. Et j'avais l'idée que quand on est maçon, à la fin on fait une maison, qu'on a froid aux mains l'hiver, c'est moins agréable que parfois au quotidien que d'exercer le journalisme. Et on essaie de construire une maison. Alors, Reporters sans frontières est bien connu du public par ses différentes activités, sa défense des journalistes. Vous êtes connu notamment par la défense des journalistes à l'étranger qui sont inquiétés pour l'exercice de leur profession, pour la liberté effectivement d'informer. Est-ce que vous pouvez présenter quelles sont les missions principales de RSF sous votre direction et quels sont les modes d'action qui sont les vôtres ou les nouveaux modes d'action qui seraient ceux de Reporters sans frontières? Derrière les slogans publics, le mandat de l'organisation, c'est défendre très précisément la liberté, l'indépendance et le pluralisme du journalisme. Le journalisme étant entendu, non pas simplement comme l'exercice de la liberté d'expression, mais comme un ensemble de droits et de devoirs en matière de collecte et diffusion d'informations et qui permettent de faire des journalistes, d'une certaine manière, des tiers de confiance pour les sociétés. À raison des procédures qu'ils emploient, de l'honnêteté qu'ils appliquent, etc. Reporters sans frontières, pour défendre ce mandat-là, a plusieurs moyens d'action. Il y a d'abord ce qu'on appelle dans les ONG le plaidoyer. Le plaidoyer public. Donc c'est les interventions dans les médias, les communiqués publiés chaque jour, et Reporters sans frontières publie dans multiples langues, y compris en farsi tous les jours. C'est les interventions dans les médias internationaux, dans les conférences, etc. Et puis il y a le plaidoyer non public, qu'on appelle institutionnel, qu'on pourrait qualifier aussi ou appeler lobbying. C'est du lobbying, je dirais, non intéressé, où l'intérêt est simplement de défendre un mandat, et qui a un moyen d'action extrêmement important. Faire passer des notes à des dirigeants, français ou étrangers, et de plus en plus à l'étranger, pour que lorsqu'ils vont rencontrer un interlocuteur, ils l'influencent. Et vice-versa, enfin jouer sur les différents pouvoirs et essayer par des stratégies d'influencer le plus possible ceux qui prennent les décisions. Et puis il y a le troisième axe qui est le développement des capacités des acteurs sur le terrain, la fourniture de moyens, de services, d'assistance légale, matérielle. Ça va du prêt de casques et de gilets pare-balles à des formations un peu partout dans le monde. Et ces trois moyens d'action sont extrêmement complémentaires. Les deux derniers sont assez invisible. Donc Reporters sans frontières a toujours, surtout en France, une forme d'image d'organisation qui défend les otages.
La réalité, elle est beaucoup plus concrète. C'est un travail qui dépasse de loin la communication. Et aujourd'hui, c'est un travail très international parce que d'une organisation née il y a bientôt 35 ans à Montpellier, qui est montée à Paris assez vite, Reporters sans frontières, est aujourd'hui une organisation qui a des bureaux dans 13 ou 14 grandes villes dans le monde, capitales. Les derniers ont été ouverts à San Francisco et à Dakar, mais juste avant c'était à Taipei et à Londres. Et c'est une organisation qui aujourd'hui a une notoriété dans de très nombreux pays, dans de nombreuses langues. Reporters sans frontières, c'est aussi Reporters ohne Grenzen, Reporters Without Borders, Reporters sin Fronteras, etc. Mais du coup, vous travaillez sur les questions géopolitiques. Est-ce que vos permanents ont une formation géopolitique? Comment vous faites, comment vous relevez l'information? Comment vous abordez ces questions-là? Maintenant, si on inclut l'ensemble de nos bureaux, sections à l'étranger, on a près d'une centaine de salariés, des correspondants dans 130 pays. Donc, il y a beaucoup de profils différents. Et nous, on a besoin de profils qui sont des profils de défenseurs des droits de l'homme, des profils plus politiques, des profils journalistiques, tous ceux des fonctions support. Donc, en fait, on a vraiment une pluralité de profils. Étant entendu que la géopolitique, c'est une base, évidemment, puisqu'on a une activité qui est extrêmement internationale. On travaille incomparablement plus sur l'ensemble du monde que sur la France. La France, c'est peut-être 1% de notre activité. Et donc, on a besoin, quelles que soient nos activités, de comprendre les enjeux, de s'y adapter, de définir des stratégies de plus en plus subtiles. Et ça, définir des stratégies de plus en plus subtiles, c'est important parce que le temps, à la fois s'y prête et le temps l'exige. Pourquoi le temps l'exige? D'abord parce que la stratégie de plaidoyer public, elle est devenue plus aisée d'une certaine manière avec l'explosion du champ de la communication, mais la concurrence est de plus en plus grande par nature. Et surtout, ça n'est pas toujours le meilleur moyen d'obtenir des résultats. Quand on veut obtenir des résultats, il faut parfois aller discuter avec des gens de manière confidentielle, trouver un argument, entrer dans leur tête, retourner leur propre état d'esprit pour eux-mêmes, si je puis dire. Un argument de réel politique que vous mettez là en avant. C'est souvent ce que disent les gouvernements, on ne va pas aborder ces questions en public, mais on a une action discrète. Et donc vous, en pratique, RSF, mis à part des actions très publiques qui sont bien connues, de demander la libération d'un journaliste qui a été emprisonné dans tel ou tel pays, vous allez non seulement voir les dirigeants des pays démocratiques, mais également les dirigeants qui sont ceux qui posent problème. Ça dépend de ce qu'on entend par réel politique. Si réel politique, c'est on va lever le pied là-dessus parce qu'on a d'autres intérêts ailleurs, vendre tel ou tel produit, armer autre chose. Non, puisque nous, on n'a pas d'autre chose à vendre. En revanche, ça consiste à se dire qu'il ne suffit pas toujours de crier plus fort pour faire entendre raison. Que dans un monde où les rapports de force ont changé, et peut-être était-ce d'ailleurs déjà vrai avant, mais a fortiori dans un monde où les rapports de force changent, où des hommes forts autoritaires imposent non seulement parfois leur leadership dans leur pays, mais veulent exporter même leur modèle de contrôle de l'information, il faut qu'on trouve des moyens pour, considérant aussi que le nombre de nos alliés possibles est en train de se restreindre, il faut réinventer ces problématiques de plaidoyer. Et je pense que Reporters sans frontières n'est pas une organisation purement droits de l'homme, loin de là, c'est une organisation qui est à cheval sur les droits de l'homme, le développement, les médias. Nous, on est au point de confluence de plusieurs champs. On doit rendre compte qu'il y a toute son utilité. Nous, on tire une grande partie du petit pouvoir qu'on a, de notre capacité d'indignation et de notre capacité à sensibiliser les journalistes sur les causes qu'on veut défendre. Mais souvent, on se rend compte que c'est aussi en allant parler sur le terrain qu'on découvre que en fait la stratégie qu'on avait pensée, il faut la penser radicalement autrement et que peut-être on aura une meilleure chance de succès. J'imagine que ce virage s'en est un quand même dans l'action a dû être l'objet de débats internes intenses. Ben évidemment que c'était l'objet de débat, mais c'est légitime dans une organisation d'avoir des débats. Surtout, on renonce absolument pas à ce que sont nos racines. Simplement, on s'adapte aux évolutions. Il y a une évolution sur qu'est-ce que c'est le journalisme. Il y a des questions qui sont beaucoup plus nombreuses là-dessus qu'elles n'étaient autrefois. C'était plus simple. Nous, on a fait le choix après des formes, j'allais dire, d'hésitation, de défendre
le journalisme et pas simplement l'information en général, puisque sinon ça reviendrait à, j'allais dire, défendre presque tout, et défendant tout, ne pas défendre grand-chose. Donc on a plutôt considéré par rapport à un grand nombre d'ONG, notamment d'ONG anglo-saxonnes, qui considèrent que, notamment dans la démocratie, il y a une explosion de la communication, mais qu'il fallait encore plus loin. Là j'emploie communication pas au sens de la com, des firmes de communication, mais au sens UNESCO du terme, de l'échange d'idées et d'informations entre les êtres humains. Nous, on s'est dit que finalement, on était dans une période où il fallait avoir une vision sans doute plus exigeante de ce qu'est le journalisme. Et que n'est pas journaliste nécessairement celui qui prétend l'être. Aussi que se revendiquent journalistes, ou même sont officiellement des journalistes, des gens qui ne l'exercent pas, qui servent simplement la propagande des pouvoirs, quand d'autres qui sont blogueurs l'exercent vraiment. Nous, on n'est pas dans une vision corporatiste, on est dans une vision fonction sociale du journalisme. Qu'est-ce que c'est que le journalisme, à quoi ça sert? Alors, vous avez donc des bureaux dans 13 pays, mais j'imagine que ce sont tous des pays démocratiques. Est-ce que ce n'est pas un peu la limite de l'exercice? Comment vous traitez avec les autres pays? Et puis aussi, en corollaire un peu avec cette question, est-ce que, je dirais presque par définition, vous êtes finalement une organisation occidentale au sens du terme, ou est-ce que vous vivez comme une organisation universelle? Non, on se vit comme une organisation universelle, d'origine française. D'ailleurs, le sans frontières est un élément important de notre légitimité, de notre petit pouvoir, j'allais dire. Ça, c'est important. Sans doute qu'on est perçu comme une organisation occidentale par tous ceux qui prétendent défendre les valeurs traditionnelles, toute cette mouvance qui va de la Russie à la Chine jusqu'à l'organisation de la conférence islamique. Mais nous, on a une vision du journalisme qui est une vision qui peut s'appliquer aussi bien à la Chine qu'aux États-Unis ou au Brésil. Enfin, il n'y a pas de... les journalistes en Chine, tous ceux qui ne sont pas simplement à penser qu'il faut servir la cause de Xi Jinping et être simplement le porte-parole du parti, ils ont grosso modo la même idée de ce que c'est que vérifier un fait, et il n'y a pas de... ça n'est pas... On n'est pas dans la défense, on dit pas, voilà, il y a le journalisme américain, le journalisme français, on aurait fait notre choix. Il y a des modes d'appréhension du réel qui sont évidemment différents, mais les règles d'honnêteté, au fond, ou les règles d'indépendance, c'est quand même grosso modo les mêmes. Et de plus en plus, on va vers le sud. Je le disais, on vient d'ouvrir un bureau à Dakar. Alors on ne s'est pas installé à Pékin, parce qu'on ne pourrait pas s'installer à Pékin, comme on ne pourrait pas le faire à Moscou, donc on s'est installé à Taipei. J'ai cru l'avoir vu, au fait, c'est pour ça. Je croyais que j'avais perdu. De langue chinoise et de démocratie. On est au Brésil, on est à Tunis. On va continuer à aller ailleurs et on est dans une grande voie d'internationalisation de notre équipe, de nos modes de gouvernance, tout en essayant de garder une forme d'origine, enfin d'identité française, au sens où quand j'ai pris mes fonctions il y a 7 ans, j'ai rencontré un Américain qui avait créé une des plus grandes organisations de droits de l'homme, et je me renseignais, j'ai essayé de réfléchir sur la stratégie. Il m'avait dit: votre avantage comparatif, c'est que vous n'êtes pas américain. Alors, est-ce que vous avez, quel est votre regard sur la situation du métier de journalisme, des médias, de la presse en France, avec le reproche qui est souvent fait d'une concentration économique? Est-ce que ça peut être un facteur un petit peu d'entrave à l'intégrité de l'information, et en même temps le développement des réseaux sociaux, avec cette accusation récurrente que ce n'est pas de la vraie information et que les fake news se terraient principalement sur les réseaux sociaux? Et en fait, attends, je t'explique. Je crois que l'une des difficultés pour le journalisme, et d'ailleurs il en va de même pour les modèles démocratiques en général, c'est d'être victime en même temps d'une crise interne et d'une crise externe. La crise interne, c'est celle de son indépendance, c'est celle de la capacité de financement, c'est celle de la crise morale, d'une certaine manière, dans laquelle une partie du journalisme est, et c'est comment on parvient, dans ces temps de difficulté, à redonner une forme d'élan au journalisme, alors qu'il subit cette crise interne. La crise externe, c'est cette concurrence
aujourd'hui finalement très déloyale dans laquelle ils se trouvent, avec des contenus qui n'ont souvent rien d'honnête. Je suis évidemment pas de ceux qui sont en train de dire que, dans cette vision complètement absurde, consistant à dire que sur Internet, il n'y aurait que des fausses informations, des rumeurs, etc. Il y a beaucoup d'intelligence, et de fait, ça a représenté, de ce point de vue-là, une concurrence salutaire pour le journalisme, ce qui l'amène à se remonter. C'est justement les réseaux sociaux qui sont venus critiquer les médias. Et qui sont venus les critiquer, puis qui simplement sont venus parfois apporter des modes d'appréhension du réel qui n'étaient pas dans les habitudes journalistiques, et ça a pu être une très saine émulation. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve dans une espèce de loi de la jungle où sont en concurrence directe des contenus qui n'ont rien à voir entre le journalisme de qualité, le journalisme de moins de qualité, la rumeur, ce qui était autrefois la conversation du dimanche à la table de famille, qui aujourd'hui se retrouve dans l'espace public avec un degré de dignité égal à celui de tous les autres contenus, l'information sponsorisée par l'intérêt, la propagande, quand je dis propagande d'État, d'entreprise, de groupes religieux, peu importe, et avec un fonctionnement algorithmique qui fait qu'il y a une forme d'incitation à tout ce qui est extrémiste, faux. Il y a une étude du MIT qui prouve que le potentiel viral des fausses informations est 6 fois supérieur à celui des informations exactes. Et donc ça, c'est un changement de paradigme radical. Alors, on peut se féliciter en tant que citoyen que les médias, les grands médias, les masses médias n'aient plus de monopole. Ça peut mettre fin à des phénomènes de saturation, à des phénomènes de saturation de pouvoir, etc. Ça peut être très vertueux. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est une loi de la jungle, et dans la jungle, par définition, c'est les prédateurs qui gagnent. Et donc, la question qui se pose à nous qui défendons les journalistes, mais à nous plus largement citoyens, c'est comment reconstruire un système de garantie sur l'information et la liberté d'opinion. Parce que s'il faut décrire ce qui s'est passé au-delà des phénomènes, là j'ai parlé des phénomènes, les types de contenus, mais si on s'attache à regarder les causes, en fait il y a 70 ans, un peu plus, était adoptée la Déclaration universelle des droits de l'homme, avec son article 19 sur la liberté d'opinion et d'expression. Chacun a son idée sur ces deux libertés. Hannah Arendt disait que la liberté d'opinion est une farce si l'information sur les faits n'est pas garantie et si ce ne sont pas les faits eux-mêmes qui font l'objet du débat. Donc la liberté d'opinion ne se réduit pas à la liberté d'expression. Mais si on regarde l'histoire des démocraties, au fond, les garanties démocratiques sur l'information et la liberté d'opinion, elles ont été posées historiquement au niveau national, pas au niveau international. C'était une référence juridique majeure, essentielle. Il y a eu le pacte relatif aux droits civils et politiques, etc. Mais les garanties réelles, c'était des garanties constitutionnelles, des lois sur les médias, invisibles pour le grand public, mais qui avaient leur vertu. En France, par exemple, la loi Bichet à la Libération sur la distribution de la presse, ou, s'agissant de l'audiovisuel, des obligations de pluralisme et d'honnêteté de l'information, et puis l'autorégulation des journalistes, et comme ils étaient en situation de monopole, en gros, ça avait un peu une portée. Et tout ça dans un espace digitalisé, globalisé, ça n'a plus de portée. L'espace public n'est même plus tellement une notion par rapport à l'espace privé. La désinformation, elle passe par des messageries privées, la distinction entre les secteurs fait que les régulations n'ont plus de portée, etc. Et donc, on se retrouve dans un système extrêmement anarchique et qui offre une espèce de prime à la malhonnêteté. Donc comment, sans entrer dans des logiques de censure, on recrée de la distinction non discrétionnaire, c'est-à-dire où ça n'est pas les États ou alors de l'autre côté les plateformes qui décident ce qui est honnête et ce qui n'est pas honnête. Comment on crée de l'incitation à la fiabilité de l'information. Comment on repose des garanties générales sur la neutralité de l'espace public, parce que là encore, les plateformes, on se dit c'est des médias, il faudrait leur appliquer des obligations de médias. Mais faire ça, ce serait gravissime. Au fond, ce serait dire à Mark Zuckerberg, tu es le rédacteur en chef, tu fais ce que tu veux, tu as ta ligne éditoriale. Et donc, Mark Zuckerberg pourrait introduire son biais dans son algorithme, ce serait extrêmement dangereux. Et aujourd'hui, qu'avons-nous, nous, démocratie, à dire à Mark Zuckerberg d'un côté, Xi Jinping de l'autre? Et c'est important qu'on ait quelque chose à leur dire parce que c'est eux qui aujourd'hui édictent les lois
les normes de l'espace de la communication et de l'information. Comment on leur repose des obligations? C'est le travail qu'a lancé Reporters sans frontières avec la mise en place d'une commission sur l'information et la démocratie, composée de Nobel, de spécialistes des nouvelles technologies, de journalistes en proie à des régimes autoritaires, qui a permis de déboucher sur une déclaration en novembre dernier, qui rentre dans une nouvelle logique juridique visant à résoudre ces problèmes, qui a été soutenue par 12 chefs d'État et de gouvernement le 11 novembre. Le travail continue. Et normalement, lors du prochain G7, du prochain sommet du G7 à Biarritz, ça devrait être l'un des sujets. Et ça part d'une initiative de la société civile, mais ça vise à recréer des garanties en tenant compte de ce qu'est le monde de l'information aujourd'hui, globalisé, digitalisé. Ça a été effectivement l'une des annonces du Forum de la paix à Paris en novembre. Vous avez poursuivi, et puis il y a une autre initiative, vous avez demandé, enfin, dans votre bilan 2018, vous écrivez « Tous les voyants sont au rouge », et vous avez demandé la création d'un poste de représentant spécial auprès du secrétaire général des Nations Unies. En fait, à chaque problème, on essaie de trouver une solution, parce qu'on pense qu'il ne suffit pas de protester pour que ça change les choses. Donc, les violations des droits des journalistes. Lorsqu'ils sont intimidés, menacés, tués, emprisonnés. Pour ça, aujourd'hui, il y a du droit international qui permet de traiter de ces questions sous la forme de résolution des différents organes de l'ONU. Nous, on pense que simplement, il faut un mécanisme concret d'application du droit international et que ça passe par la création d'un poste de représentant spécial sur la protection des journalistes. 2, il y a ce qu'on peut considérer comme étant des prisons invisibles. Il n'y a pas de victime identifiée, il n'y a pas de journaliste victime ou qui puisse se revendiquer victime, qui soit blessé ou ne serait-ce qu'intimidé. C'est, et j'emprunte cette expression de prison invisible à un dissident chinois, c'est le contrôle de l'information par l'argent, par les technologies, par la loi, et où en fait les droits des citoyens sont lésés. Enfin, c'est les citoyens qui sont lésés, leur droit à l'information dont ils sont privés. Ces prisons invisibles, il faut arriver à remettre de l'exigence d'indépendance éditoriale, de respect de la mise en œuvre des méthodes journalistiques, etc. Et ça, c'est la Journalism Trust Initiative que nous avons lancée, qui vise à donner un outil pour que les plateformes, les annonceurs, les organes de régulation, etc. puissent favoriser le journalisme digne de ce nom, comme dit la charte, selon l'expression, c'est-à-dire le journalisme où il y a la mise en œuvre des méthodes et le respect des principes éthiques journalistiques. C'est une solution de marché qui vise pas à entrer dans la logique dans laquelle beaucoup de chefs d'État ou de gouvernement entrent aujourd'hui, qui sont traitons les contenus à évacuer du web, mais plutôt, nous, on est sur comment on organise le marché de l'information, pas au sens économique, au sens de la place publique. Et puis 3, il y a aujourd'hui les règles du jeu international, ce que j'évoquais avec la Déclaration universelle des droits de l'homme et les grands principes de l'espace public. Et là, on a lancé l'initiative sur l'information et la démocratie. Donc on est vraiment dans chacune de ces, à chacun de ces niveaux, en train d'essayer de trouver des solutions très concrètes, dans une logique qui soit à la fois de renouvellement de nos modes de plaidoyer, et aussi de trouver des solutions structurelles en travaillant sur les causes, et pas simplement sur les effets. C'est un peu comme si pour traiter du réchauffement climatique, certains pensaient qu'il fallait simplement accroître le nombre de climatiseurs et en acheter plus. Ben, nous, on pense qu'il faut aller traiter les causes. Par rapport à votre principe, finalement, celui d'Anna Arendt que vous avez rappelé, qu'il n'y a pas de liberté d'opinion quand il n'y a pas une véritable information, ce qui est effectivement... Comment vous jugez à la fois la concentration de plus en plus grande et le fait de devoir avoir de plus en plus de moyens pour avoir un média, et en même temps une sorte de décentralisation, puisque aujourd'hui chacun peut être à la fois émetteur et récepteur d'informations, et chacun peut aller contester le média bien établi pour dire là ils se sont trompés, là, etc. Comment vous jugez? Est-ce que pour le citoyen que vous défendez, puisque c'est quand même ceci votre but, est-ce que les choses vous paraissent s'améliorer ou se dégrader? Non, alors elles se dégradent. On voit les choses en France, puisque, comme on sait, en France, il y a une tradition où des industriels qui ont des intérêts dans d'autres secteurs possèdent aussi des journaux, ce qui est une situation française assez forte, mais qui est aussi un phénomène international. Alors, ça n'est pas le cas en Allemagne, ça n'est pas le cas aujourd'hui en Grande-Bretagne, mais on avait publié il y a 3 ans un rapport
médias, les oligarques font leur shopping. C'est le cas en Inde, c'est le cas au Brésil, c'est le cas en Turquie, c'est le cas en Chine, c'est le cas dans beaucoup d'endroits du monde, dans des démocraties comme dans des dictatures. Et je les renvoie jamais dos à dos. Mais considérer qu'une faible concentration serait par nature vertueuse, c'est également faux. D'ailleurs, au classement mondial de la liberté de la presse, arrivent très haut des pays de très forte concentration. Je sais pas, les Pays-Bas, la Norvège, sont des pays de très forte concentration en matière médiatique en Europe, mais qui sont très bien classés parce que nous, on n'y voit pas de conflit d'intérêts. La concentration, en fait, elle est un facteur aggravant lorsqu'il y a des conflits d'intérêts. Et puis surtout, lorsqu'il s'agit, il faut distinguer deux types de concentration, les concentrations horizontales et verticales. Et la concentration qui nourrit les conflits d'intérêts, c'est la concentration lorsqu'elle est avec d'autres secteurs de l'économie. Donc nous, on le prend plutôt sous l'angle de le journalisme devant être un tiers de confiance pour les sociétés. Il est essentiel de mettre en place des politiques qui visent à réprimer les conflits d'intérêts. Certains diront, il faut surtout pas réduire la concentration des médias, parce que si on réduit la concentration, en face, d'autres pays, il y a des médias hyper concentrés ou des appareils de propagande faramineux qui sont en train de se mettre en place. Il ne s'agit pas d'avoir des tout petits acteurs face à ces gigantesques acteurs. On n'y aura pas beaucoup gagné. Donc, je crois que ces préoccupations sur la concentration, elles sont très légitimes, mais il faut y entrer avec un peu de subtilité. Merci Christophe Deloire. On arrive au terme de cet entretien pour ce tour d'horizon et les initiatives donc sous votre houlette Reporters sans frontières. Eh bien, moi aussi, je vais remercier Pascal Boniface et Christophe Deloire sur cette interview qui était très très enrichissant. Nous arrivons maintenant au terme de notre émission. Je remercie Emmanuelle Joseph Dailly pour son ouvrage qu'elle nous a présenté. J'espère que vous, auditeurs, vous y avez été intéressés et que ça vous donnera envie d'aller un petit peu plus loin. Demain, vous retrouverez en studio Jacqueline Voras. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle et une excellente journée.